I invite Claude Tremblay from CSH for the next presentation on LiDAR. En fait, je vais parler en français. Donc, des solutions innovantes pour l'intégration des données LiDAR. Donc, merci Claude. Bonjour. Je vais vous présenter un peu une revue des projets. Excusez. Une revue des projets de relevé LiDAR aéroporté qui ont été faits par le service hydrographique à l'aide de compagnies privées. On va aussi passer ensemble un peu où on en est rendu avec l'intégration des données dans notre base de données de production. Et on va regarder aussi l'automatisation de notre cartographie et passer en revue rapidement les futurs développements qui sont à venir pour nous. Donc, pourquoi le SHC s'est tourné vers les données LiDAR bathymétriques aéroportées? Bien, c'est fort simple. Cette technologie-là est une technologie qui est mature. Ça nous a permis d'aller chercher des données dans des secteurs vraiment éloignés, comme la Basse-Côte-Nord, où c'était vraiment dangereux. Ça nous a permis une rapidité d'acquisition, une extension de la zone de levée dans la zone d'estran et l'obtention de la ligne de rivage. Ensuite, ça nous a permis aussi d'acquérir des données d'imagerie à haute résolution. Puis on a un coût qui est efficace par kilomètre carré par rapport aux multifaisceaux. Les travaux se sont échelonnés principalement de 2012 à 2019, avec une grande portion qui était faite majoritairement entre 2017 et 2019 à l'aide du plan de protection des océans. Fait qu'on peut voir les différentes compagnies, principalement c'est Fugro et IIC Technologies qui ont produit les relevés bathymétriques pour le service hydrographique. La couverture, on parle ici d'une couverture là, qui part de Blanc-Sablon jusqu'à Tadoussac pour la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord. On a aussi l'ensemble de l'île d'Anticosti, l'ensemble des îles de la Madeleine, une portion de la pointe de la Gaspésie et une portion de la rive sud du Saint-Laurent. Un petit exemple ici à Port-Cartier. Ici, j'ai mon relevé bathymétrique et topographique. Ce qu'on a obtenu comme résultat, c'est des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 15 mètres, généralement. Et par endroits, sur la basse-côte, on a même atteint jusqu'à 30 mètres. Les imageries qu'on a obtenues pour nous aider à faire notre cartographie, c'est de l'ordre de 25-30 cm. Ensuite, on va parler de l'intégration des données dans notre chaîne de production parce que l'acquisition, c'est une étape, mais l'intégration de nos données et l'utilisation de celles-ci, c'est une autre étape aussi qui est assez longue. Fait que l'avancement des travaux, j'ai identifié certains jalons d'avancement. Comme vous pouvez voir, on est bien positionné, on est bien avancé. Par contre, on a l'intégration des données sur nos cartes qui reste à faire, qui est avancée, mais qui a beaucoup de travail encore à faire. Fait que je vais passer avec vous chacun de ces jalons-là. Premièrement, on a l'analyse d'avertissement de navigation. Nous, quand on a demandé aux contracteurs de faire les relevés, on leur a demandé de faire une analyse d'avertissement à la navigation. Ce qui, en fait, ce que ça fait, c'est déterminer les dangers imminents à la navigation. Ensuite, ces informations-là sont transmises par radio au navigateur et c'est aussi disponible sur le site de la garde côtière. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'avertissement à la navigation, elle, ne va pas changer la carte marine. Elle va seulement informer de façon rapide le navigateur d'un danger. L'avis au navigateur, elle, va modifier la carte marine. Une fois qu'on a reçu l'information traitée, on a fait une analyse et on a fait des avis au navigateur pour modifier de façon ponctuelle nos cartes marines, papier.
Ces informations-là sont disponibles sur le site de notre mort, site de la garde côtière. C'est une publication mensuelle. Ça permet aux navigateurs de corriger leur carte marine. Exemple de texte qu'on peut avoir, c'est rayer une profondeur de 8 mètres, remplacée par un haut fond de 5 mètres. Nos cartes électroniques aussi sont mises à jour à ce moment-là. On va ensuite envoyer un message de mise à jour au navigateur pour qu'ils puissent corriger leur carte. Le chargement dans notre base de données bathymétrique, c'est une étape aussi qui est terminée. Le principe de cette base de données-là, ça nous permet de faire des mosaïques de sondage à l'aide de tous les relevés qu'on a d'accumuler avec les années. On utilise une fonction qui s'appelle Combine dans le logiciel qui permet de prendre toutes les données qui sont superposées et d'obtenir seulement les données qui sont les plus pertinentes pour faire une carte. Les problèmes qu'on a rencontrés face à ça avec les données LIDAR, c'est le fait que les données LIDAR qu'on a recueillies ont une résolution qui est plus faible que le multifaisceau dans les zones de port. On a aussi un niveau de confiance qui est un peu inférieur au multifaisceau. On a aussi des superficies qui sont vraiment importantes et une quantité incroyable de données historiques là, à comparer avec ces données-là. Notre équipe de support est arrivée avec des solutions. C'est des petits scripts qui ont été développés. Ça nous a permis de faire des polygones autour des données LIDAR de façon automatique. Ça nous a permis aussi de couper à l'aide de ce polygone-là les données historiques comme un emporte-pièce pour changer le statut des données. Et aussi, on a un script de chargement qui nous permet d'aider à charger les données dans notre base de données. Un exemple de mosaïque de sondage qu'on peut obtenir avec notre base de données, Kegaska, ça donne ceci. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Puis pour décortiquer ça, on va mettre une couleur pour chacune des sources et des dates. Chacun de ces relevés-là se superpose à quelque part. Fait que c'est là le travail qui est important de faire. L'hydrographe doit s'assurer que le résultat est bon. Ce que l'application nous donne est un bon résultat pour ensuite pouvoir continuer à faire notre carte. Les étapes qui nous restent à faire, je disais tantôt qu'on avait une portion qui n'était pas faite pour l'intégration dans nos cartes marines. C'est notre base de données source qui se trouve à être une base de données qui sert à construire notre carte pour ensuite dériver les produits papier et électroniques. Généralement, quand on a des nouveaux documents, on fait une maintenance en continu des documents. Mais malheureusement, puisque les données LIDAR, c'est des fichiers qui sont vraiment gros, il aurait fallu trop de corrections. On s'est tourné plus vers des nouvelles éditions pour faire ces corrections-là. Fait que, en fait, les problématiques qu'on a pour faire l'ensemble du travail, c'est le nombre de fichiers qui est important, la superficie, le nombre de cartes, puis les capacités qui sont limitées du SHC. Ici, on voit une représentation des cartes papier qui sont touchées par le LIDAR. Il y en a 36, ce qui n'est pas rien. Puis, vous pouvez imaginer qu'il y a encore plus de cartes électroniques de toucher par ces relevés-là. Où est-ce qu'on en est rendu? On a la base Côte-Nord qui est pratiquement terminée. Pourquoi on s'est attaqué à la base Côte-Nord en premier? C'est parce que les cartes de la base Côte-Nord avaient des relevés qui étaient très vieux, avec des décalages planimétriques sur nos cartes. Fait qu'on a pu corriger tous ces problèmes-là. Maintenant, on a des cartes qui sont beaucoup plus sécuritaires. Et maintenant, on va s'attaquer au reste des relevés qu'on a reçus pour compléter notre cartographie. Quand on parle de capacité limitée pour le service hydrographique, on fait environ de 4 à 6 cartes par année, ce qui n'est pas énorme. Puis on n'a pas des ressources illimitées en termes de personnel, fait que ce qui nous oblige à faire des choix.
Et ce que j'espère dans le futur, c'est que les outils automatisés puissent nous permettre là, de monter cette capacité-là. La doubler, ce serait merveilleux, mais mettons que si on est capable d'en faire 8 ou 10, ce serait déjà pas pire. Automatisation de la cartographie. L'automatisation, c'est toujours quelque chose qu'on a essayé de faire, mais c'est devenu possible à cause d'une nouvelle fonction de Caris, un nouveau logiciel qui s'appelle Caris Process Designer, qui nous permet maintenant de créer des process models. C'est flexible. Et ça nous a permis de créer, en fait, l'équipe de support nous a créé certains process pour nous aider à créer nos cartes. Je vais passer avec vous chacun de ces processus-là, puis vous allez voir la construction de la carte au fur et à mesure que ça avance. Le premier processus, c'est un processus qui nous permet de faire la mosaïque de sondage de façon automatisée. Maintenant, l'hydrographe a seulement à choisir le secteur, à déterminer son secteur pour faire sa mosaïque. Tous les paramètres vont se mettre de façon automatique pour obtenir le résultat optimum. De cette façon-là, on a une réduction d'erreurs et un gain de rapidité. Ça, j'ai déjà passé avec vous tantôt. On a aussi un outil pour faire de l'extraction de rivage. À l'aide de notre mosaïque, notre équipe de marée courant niveau d'eau nous a créé une table de séparation qui nous permet d'avoir la ligne des hautes eaux partout au Québec, qui nous permet maintenant d'utiliser ce script-là pour créer notre ligne de rivage. Notre ligne de rivage, grâce à cet outil-là, elle est généralisée de façon uniforme entre les produits. Elle est faite rapidement. Et en plus, on a une topologie qui est parfaite qu'on n'a pas à retoucher par la suite. L'extraction des contours, on reprend notre mosaïque encore. On lui fait générer des contours bathymétriques qui vont être généralisés. Et ils vont être généralisés du côté sécuritaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont tous être généralisés du côté plus profond. Et l'outil va aussi nous créer des zones de profondeur. Encore là, on a une généralisation qui va être constante entre les produits et on va aussi avoir une topologie qui est parfaite. Validation des contours, c'est un outil qui a été créé pour faire de la vérification en fait de ce travail-là. Ce que ça va faire, ça va prendre les zones bathymétriques et comparer avec la mosaïque, déterminer s'il y a des différences. Généralement, cet outil de contrôle-là nous donne peu de corrections à faire, puisque là, notre confiance augmente, on devrait en principe ne plus l'utiliser. Ensuite, le gros morceau, c'est la sélection de sondes. Cet outil-là va nous permettre de sélectionner des sondes critiques, des sondes significatives et des sondes d'habillage. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'outil va utiliser la mosaïque pour aller identifier des sondes de profondeur moindre sur chacun des hauts fonds. Ensuite, va aller vérifier l'interpolation entre les contours et déterminer les endroits où l'interpolation ne se fait pas bien. Il va ajouter des sondes significatives et il va aussi ajouter des sondes d'habillage pour combler les trous, pour avoir une couverture uniformisée de sondes sur l'ensemble du fichier. C'est ce que ça peut ressembler, le process modèle. C'est assez complexe, mais l'équipe de support sont super bons. Les hydrographes donnent du feedback et on peut modifier s'il y a une certaine flexibilité pour l'améliorer. Et on est arrivé à un modèle qui est très mature, je trouve, ce qui nous laisse maintenant plus un travail de vérification comme hydrographe là, à faire sur ce travail-là. La validation du sondage, on a aussi un outil pour nous aider à faire la vérification. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer un TIN sur notre carte à l'aide des contours bathymétriques et des sondes. Et ça va faire une différence de surface avec notre mosaïque de sondage.
Et ensuite, on va aller identifier des places où l'interpolation n'est pas nécessairement bonne ou où ce qui pourrait avoir des problèmes. Avec le travail de l'hydrographe, à ce moment-là, c'est d'aller vérifier ces endroits-là, vérifier si l'interpolation est bonne ou pas, et de corriger la carte. Un autre outil, c'est la création des MQual. Pour ceux que ça dit quoi, c'est une couche qui est sur les cartes électroniques de navigation qui permet de quantifier la qualité des données bathymétriques qu'on a dans notre mosaïque. Encore là, c'est merveilleux parce que pour nous, cette couche-là, elle est faite avec une topologie parfaite, encore une fois. On a un outil pour l'extraction des élévations quand on a du LIDAR, entre autres. L'outil va prendre nos profondeurs, notre topographie qui est au zéro des cartes dans notre base de données, va l'amener en élévation et va sélectionner des valeurs pour chacune des îles. Et l'hydrographe a seulement à sélectionner celle qu'il veut retenir pour sa carte. Le dernier outil qui a été développé, c'est un outil pour la création des cartes électroniques de navigation. Cet outil-là nous permet maintenant de faire des nouvelles versions et des nouvelles mises à jour pour nos cartes. C'est un gain de rapidité, une simplicité d'utilisation et une exactitude de la procédure. Et ensuite, l'hydrographe a seulement à faire une vérification de ce travail-là. Pour les futurs développements à venir, pour le service hydrographique à l'échelle nationale, c'est la carte papier 2.0. Ça va être une carte papier qui va être produite directement à l'aide de la carte électronique, qui va être entièrement faite de façon automatisée. Ça va être basé sur la norme S4 de spécification des cartes marines de l'OHI. Cette carte-là va avoir une symbologie qui risque d'être un peu différente de celle qu'on connaît présentement. Mais pour nous, c'est un gros gain de ne plus être obligé de maintenir la carte papier. Celle-ci va se faire maintenant de façon automatisée. Pour la carte électronique en cellule, il y a un découpage qui va être fait de notre ensemble de cartes. On va avoir des cellules au lieu de des cartes. Alors, quand on va avoir une information ponctuelle à modifier, sur nos cartes, on va seulement corriger une cellule au lieu de l'ensemble de notre carte. Ensuite, pour la norme S100 qui s'en vient bientôt en 2026, janvier 2026, ça va nous exiger une conversion de nos fichiers X57 vers le S101. Et aussi, ça va nous exiger de maintenir les deux produits pendant un certain temps, malheureusement, en parallèle. Pour terminer, j'ai un petit extra pour vous. C'est des données LIDAR de 2015 qu'on a obtenues proche de Godbout. Et je vais superposer ici des données de 2019. On voit qu'il y a un glissement de terrain qui s'est produit. 365 mètres. J'imagine que ça pourrait intéresser quelqu'un. La vidéo part pas. Bon, malheureusement, il y avait une petite vidéo, mais c'est dommage. En conclusion, l'acquisition des données LIDAR, c'est seulement une étape dans un processus là, qui nous permet de mettre à jour les cartes marines et augmenter la sécurité en navigation. Ça aurait été impossible de mettre à jour l'ensemble des cartes de la Basse-Côte-Nord sans ces données-là. On a fait des gros progrès pour optimiser l'efficacité de nos processus. Il en reste encore beaucoup à faire. C'est sûr que dans le futur, on va avoir de plus en plus de données qui vont arriver, soit de l'externe ou de l'interne, puis il va falloir les ingérer le plus rapidement possible pour distribuer l'information aux navigateurs. Merci. Merci beaucoup, Claude. On va prendre quelques questions. On a un petit peu de retard sur l'horaire, mais on a repris quelques minutes. Donc, on va quand même prendre quelques questions. Merci pour la présentation. Je voudrais savoir, vous arrivez avec quelle précision en verticale et puis avec quelle densité de points au sol? Pour le LIDAR, dépendamment des années,
Généralement, c'est autour d'une trentaine de centimètres pour le LIDAR. Nous, ce qu'on a exigé des compagnies, c'est de faire un banc d'essai sur des données multifaisceaux. C'est comme ça qu'on est arrivé à une concordance. Parce que les compagnies ne font pas ça généralement, ils vont faire plus une calibration sur Terre, mais la portion bathymétrique est un peu laissée de côté, là. Fait que c'est de cette façon-là qu'on est arrivé à déterminer qu'on a moins de 30 cm d'écart. Ça doit dépendre des conditions d'acquisition? Oui, effectivement. Ça dépend beaucoup des conditions d'acquisition, de la profondeur. Puis tu avais une question par rapport aussi à la densité de points. C'est sûr que pour la portion topographique, on a vraiment beaucoup de points. Mais pour la portion bathymétrique, plus qu'on s'en va dans le plus profond, plus ça descend. Fait qu'il y a des places qu'on a juste 1 point par mètre carré. Il y a d'autres places qu'on peut en avoir 15. Mais c'est ça. Je ne peux pas donner beaucoup plus de détails là-dessus, malheureusement. Donc, est-ce que... Bonne présentation, c'est pas mal intéressant. Merci. Est-ce que donc les données LIDAR sont archivées et accessibles dans le NONA aussi? NONA? Oui, les données sont tous accessibles. Les données NONA, c'est NONA 100, NONA 10. Par contre, les données LIDAR ont été recueillies au 5 mètres. Fait qu'il y a possibilité d'avoir les données à plus haute résolution, mais ça demande des demandes... OK. Puis, est-ce que les données LIDAR, la réflectance qui va avec ça, est-ce que vous la conservez? Oui, on a la réflectance qu'il y a avec chacun de ces fichiers-là. Pour nous, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on utilise. Probablement que ça pourrait être travaillé par du monde qui ont de l'intérêt là-dedans. Mais encore là, c'est un peu comme le backscatter. Est-ce qu'il y a une calibration de fait sur ces données-là? Je ne crois pas. Exactement, c'est ça. Le point, c'était les données ne sont pas perdues, sont conservées. Oui, oui. Ils peuvent être utilisés au besoin. Exactement. C'est une mine d'or qui est inexploitée pour l'instant, mais qui est possible d'exploiter. Dernière question. Donc, dans ce que tu appelais la mosaïque, qui n'est plus ni moins qu'un diagramme source dans le passé, qui était appelé, est-ce que c'est associé avec un catégorie Zone of Confidence, CADZOC? La couche MQual, c'est ce qu'elle a à l'intérieur de cette couche-là un attribut qui s'appelle Zone of Confidence, catégorie of Zone of Confidence, qui permet de coder la qualité de données en fonction des normes de l'OHI de levée. OK. Parfait. Super. On aurait le temps pour une dernière question, peut-être? Oui, Louis-David. Merci. Concernant l'extraction du trait de côte, est-ce que c'est des données qui sont accessibles, partageables, par exemple? Le travail est déjà fait sur nos cartes marines OK. qui sont publiées, donc c'est partagé publiquement. Je sais pas, pour les autres secteurs qu'on n'a pas fait, c'est pas fait. Donc, c'est à faire. Anticosti, c'était-tu fait? Non. OK, merci. Donc, merci à nos 4 conférenciers de ce matin. On voit qu'on a eu 4 belles présentations.